tous, bienvenue à ce temps d'échange, mais aussi bienvenue à la troisième édition de Vélozon, puisque cette édition commence aujourd'hui. Donc vous assistez à la première des premières manifestations du Forum du voyage à vélo à Chambéry. Alors pour ce temps d'échange, c'est maintenant une tradition. Au début de Vélozon, il y a une table ronde consacrée à un sujet particulier concernant les voyages à vélo. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi, vous l'avez sur le programme, c'est des itinéraires à vélo de qualité. On verra si c'est avec les utilisateurs et les professionnels qui sont autour de cette table et avec vous, on verra si c'est un défi pour nos territoires, pour reprendre le titre de cette table ronde. Alors vous avez vu en introduction un petit document sur la Via Rhôna. Alors on ne va pas spécialement vous parler de la Via Rhôna, mais enfin comme elle traverse notre département, on ne pouvait pas la rater. Et vous avez vu que les personnes qui empruntent cet itinéraire cyclable, ben, ils font du vélo, mais ils ne font pas que du vélo, et c'est aussi tout l'intérêt des itinéraires à vélo dès lors qu'ils sont de qualité. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on ait un échange, enfin, j'allais dire entre nous, mais avec les spécialistes qu'on va vous présenter successivement, hein, pendant une petite demi-heure. On va espérer qu'ils s'en tiennent chacun à 5 minutes, mais il y en a, ça va être dur, mais on va y arriver. Et puis ensuite, bien évidemment, c'est une table ronde, c'est-à-dire que bah, c'est interactif, c'est avec vous, il y aura 2 micros qui circuleront, et vous aurez ainsi la parole. Alors, quand on parle d'itinéraire à vélo, on parle d'abord on va commencer par les utilisateurs, avant de faire parler les techniciens, enfin par les utilisateurs, représentés ici par Albert Cessieux, qui est à ma gauche, et à votre, ils sont tous à ma gauche de toute façon, qui va se présenter, donc Albert Cessieux, délégué régional de l'Association française des véloroutes et voies vertes, peut-être expliquer ce que c'est au cas où des personnes ne le sauraient pas, et j'ai envie de te demander, Albert, bah d'abord, qui sont les utilisateurs des itinéraires à vélo, au moins par vos contrées, et puis qu'est-ce qu'ils en attendent? Voilà, on va essayer de parler comme ça va comme ça. Ouais. Donc la F3V, Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes, c'est une association qui a une vingtaine d'années maintenant et qui est un peu à l'origine du réseau national des véloroutes et voies vertes qui a été mis en place par l'État, le schéma national des véloroutes et voies vertes. Voilà. On regroupe 500 adhérents, c'est une petite association, on est un peu présenté partout, et des adhérents individuels et des associations un peu partout. Voilà. Donc, pour revenir sur notre sujet, on est des pratiquants, mais je voulais ouvrir les itinéraires à vélo. On voit tout de suite passer ces grands voyageurs itinérants. Mais en réalité, je pense que l'utilisation dominante de ces itinéraires, je dirais que c'est le local. 80% des gens qui fréquentent un itinéraire habitent à moins de 5 km. Alors, bon, les chiffres, on peut en discuter, mais en gros, ça donne l'idée que c'est vraiment des locaux, ils habitent à moins de 5 km du parcours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les gens et un itinéraire sécurisé qui est utilisé par les gens de la région. Bon, alors, moi, de temps en temps, on peut dire que ça se transforme en réserve d'Indiens pour pas que les cyclistes ennuient trop les automobilistes ailleurs, mais je crois qu'il faudrait que justement cette chose-là se développe beaucoup plus et que ces itinéraires cyclables se ramifient beaucoup plus que il ne faut pas en rester à un réseau national. Il faut avoir un réseau beaucoup plus dense et beaucoup plus ramifié. Voilà l'important du sujet. Les gens qui fréquentent, il y a pas mal de catégories. Il y a des gens qui se promènent, il y a beaucoup de piétons. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que l'hiver, les itinéraires de voies vertes,
on rencontre plein de piétons. Et alors ce que me disait une personne, quand je présentais ça dans une commune, il me disait « Ah ben c'est bien votre truc, parce que le dimanche, après le repas, les gens ne savent pas où aller se promener parce qu'il y a des bagnoles partout. Donc là, ils ont un espace où ils peuvent aller se balader. » Et effectivement, dans la réalité, c'est une clientèle très importante des itinéraires sécurisés. Après, il y a les cyclistes et les randonneurs de la journée, des randonneurs, les cyclistes sportifs, beaucoup aussi, et puis les itinérants. Mais les itinérants, c'est ceux qui font vivre, qui rapportent les retombées économiques, hein, mais ils ne sont pas nombreux en réalité. Donc il faut bien voir les deux choses, et il faut voir l'ensemble de cette fréquentation et l'intérêt de cette fréquentation. Alors, les itinéraires de qualité, un bien grand mot, les itinéraires de qualité, il faut d'abord que le revêtement soit de qualité, on en parlera, et puis qu'il soit continu. Donc l'important, c'est la continuité, donc, qui pour moi est une chose essentielle. Alors l'itinéraire, bah, il faut que ça traverse des lieux intéressants en général. Ça rejoint des lieux intéressants, donc on longe un fleuve, mais on rentre dans des villes, des châteaux, des parcs, du patrimoine architectural, industriel ou autre, ou naturel même. Il y a des zones naturelles qui sont assez intéressantes le long de ces itinéraires. Les détours sont souvent évités, il y a beaucoup de détours inutiles, et les gens, alors localement, c'est pas inintéressant de faire un détour. Quand on a un petit parcours, on va faire une boucle locale, bon. Mais c'est une boucle locale. Le parcours, il doit être continu, il doit être assez direct, le plus direct possible. Hein, voilà. L'important aussi, c'est, pour moi, l'entrée dans les villes. L'entrée dans les villes est fondamentale parce que, bon, d'une part, actuellement en France, c'est les points les plus difficiles. Entrer dans les villes. Personnellement, moi j'ai toujours une appréhension d'arriver dans une ville parce que je ne sais jamais ce que je vais trouver, quel type de voie. On suit des pancartes routières, on va dans des guet-apens, donc il faut arriver à trouver des clés pour rentrer dans les villes, et les itinéraires, c'est très important pour eux d'avoir un bon itinéraire pour rentrer dans la ville. Voilà, traverser les villes et les villages, s'arrêter, trouver des commerces, ça aussi c'est la fonction du vélo, redonner une vie à des territoires, à mon avis, c'est fondamental. Actuellement, on s'aperçoit de la désertification des petites villes, des villes moyennes, et même de certaines grandes villes, pas des très grandes, mais même de grandes villes, pose problème. Et je pense que là, c'est très important pour eux. Encore un point. Alors, oui, mais okay. Ça va être rapidement, on reviendra. Après, les problèmes importants, c'est les revêtements. Le revêtement. Donc, moi, je dis toujours que le revêtement, c'est essentiel. Parce qu'un bon revêtement, c'est un revêtement tout temps. C'est-à-dire qu'on peut le faire quand il pleut. Et ça, c'est primordial. Quand il pleut, il pleut souvent, de temps en temps, pendant le et avoir un bon revêtement, c'est important. Bon, après, on aura les dispositifs anti-intrusion, donc anti-accès motorisé. On peut avoir, il y a des problèmes, des discussions à avoir. Les problèmes d'entretien aussi, c'est très important d'entretenir les voies, il faut qu'elles soient faites, balayer, enlever les branches, tailler la végétation. Bon. Et puis, l'hébergement. Alors l'hébergement, ça on en reparlera, mais je crois qu'on aura quelqu'un qui en parlera là, beaucoup autour de la table, mais c'est un gros problème parce que actuellement on s'aperçoit que l'hébergement n'est pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les clients. Il y a pas beaucoup d'hébergements, de groupes, d'individuels. Les étoiles les hôtels sont souvent le plus souvent assez vétustes dans les villes moyennes, les petites villes, c'est pas très gai. Les campings ne sont pas faits pour accueillir des gens pour une nuit. Donc le randonneur d'une nuit, il n'est pas pris en charge par un camping,
et on a souvent énormément de difficultés à trouver de la place, même dans des campings. Voilà. Voilà un petit peu les problèmes qui se posent. Et merci, Albert. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Alors voilà, intéressant de l'opinion, non pas d'une personne, mais d'une association, hein, la F3B, l'association de référence. Mais il y a eu des études extrêmement complètes, peut-être encore plus scientifiques, qui ont été faites sur les attentes et sur le niveau de satisfaction dans différents domaines des utilisateurs de ces itinéraires cyclables. On parle là des itinéraires fléchés, balisés, c'est un peu ce qui nous occupe ce soir, quoi. Plus que les grands traits dans des pays moins développés, on est là sur des itinéraires balisés. Alors précisément, Nicolas Mercat, qui par ailleurs revient d'un très très long voyage à vélo et qui travaille toujours pour le cabinet Indigo, va nous donner quelques focales sur des études qui ont été faites, des études de satisfaction sur les itinéraires à vélo. D'études, d'enquêtes sur la fréquentation et l'impact économique de pas mal de véloroutes en France. Dans le cadre d'un programme européen Eurovélo, de définition d'une méthode d'analyse de la fréquentation et l'impact économique à l'échelle de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de l'Angleterre. Donc on a des éléments de comparaison qui permettent maintenant à la fois d'analyser les retombées économiques des véloroutes et voies vertes, et elles sont très importantes puisque sur la Loire à vélo, un itinéraire qu'on a analysé en 2015, pour 50 millions d'investissements, on a 35 millions de retombées économiques annuelles directes en restauration, en hébergement, en visite de sites touristiques. Donc on a des éléments maintenant précis qui permettent de le faire. On entame toute une étude de fréquentation et d'impact économique de la Via Rona cette année, donc ça va commencer là en avril. Et on a également pas mal d'éléments, autour de 25 000 enquêtes qui ont été réalisées selon le même protocole d'études, qui permettent de voir les niveaux de satisfaction. Alors, quels sont-ils ces niveaux de satisfaction? La première chose, c'est qu'on a un très haut niveau de satisfaction en France sur la qualité patrimoniale, la qualité paysagère. Et ça, c'est ce qui fait la base de tout itinéraire touristique. Et là, les fondamentaux sont absolument excellents. Et c'est vrai que quand on vient en France, la diversité des paysages, la qualité gastronomique, la qualité patrimoniale est extraordinaire. On a un pays absolument extraordinaire pour le tourisme à vélo. Donc la qualité patrimoniale, elle est généralement très bonne. La qualité des infrastructures, elle a énormément évolué. En 15 ans, avec le travail de l'Association des départements régions cyclables, on a eu une élévation du niveau de qualification de tout le personnel des collectivités qui est très important. Le Conseil général d'ailleurs de Savoie a été un des fondateurs des DRC il y a maintenant une petite vingtaine d'années, oui, une vingtaine d'années. Et donc la qualité technique est aujourd'hui reconnue, même si nos amis des associations trouvent que c'est jamais assez bien, c'est vrai, mais la qualité est jugée bonne, voire très bonne, et on n'a aujourd'hui pas à rougir de ce qui se fait aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, sur le plan technique. Un point quand même sur le plan technique, enfin 2 points. La signalisation. La signalisation, c'est elle qui va déterminer la continuité. Et là, on a un vrai souci. Certains maîtres d'ouvrage le font bien, d'autres moins bien. Et on a, pour prendre l'exemple de la Via Rona, de vraies discontinuités avec des maîtres d'ouvrage qui hésitent à mettre en place la signalisation et donc la continuité tant que l'itinéraire n'est pas absolument terminé. Et ça, c'est vraiment une erreur. Les touristes à vélo, ils sont déjà là, ils sont là et on les oublie parce que certains maîtres d'ouvrage hésitent à poser la signalisation tant que ce n'est pas absolument parfait. Donc ça, c'est un point vraiment à améliorer, la signalisation. Troisième point, les hébergements, on l'a déjà évoqué, je pense que je vais laisser Sarah en parler. Globalement, c'est quand même bon, mais on a des progrès à faire, notamment sur la notion de camping, ça c'est clairement ressorti, et sur les hébergements de groupe. Donc je passe rapidement sur l'hébergement. On va arriver au point qui fâche. Il y a un certain nombre de points qui fâchent, et c'est surtout les services. Et sur les services, sur l'ensemble des itinéraires, on a un vrai déficit de qualité de service sur un certain nombre de points. Le premier, c'est tout ce qui est point d'accueil, de toilettes, de points d'eau. Ça paraît tout bête, mais les maîtres d'ouvrage ne mettent pas assez de toilettes et de points d'eau. C'est vrai que c'est des coûts d'entretien, mais c'est absolument indispensable. Vous allez dans plein de pays au monde, au Japon, vous allez en Nouvelle-Zélande, vous avez un équipement qui est parfait. Et là, ça pêche vraiment sur ces équipements publics. Deuxième point important, c'est tout ce qui est le transport. Alors, là aussi, il y a eu des efforts qui ont été faits, et il faut les noter par la SNCF.
Beaucoup de TGV aujourd'hui sont accessibles au vélo. 100% des TER régionaux sont passés accessibles au vélo. Alors il y a plein de problèmes techniques encore sur les hauteurs de quai, sur le fait qu'on a du mal à embarquer un certain nombre d'éléments, les tandems, les trikes, les remorques. Donc il y a encore des soucis et c'est un problème majeur notamment dans les correspondances. Quand il s'agit de faire en correspondance Béziers ou Montpellier jusqu'à Chambéry, avec des enfants et avec une remorque et des bagages, c'est carrément compliqué. Donc là, il y a encore des progrès à faire. Il faut vraiment aller explorer tout ce qui se passe autour des bus. C'est vrai que la mise en place d'une offre de bus longue distance est vraiment une opportunité. En Allemagne, par exemple, ils se sont saisis du sujet. Tous les bus Flixbus, par exemple, pour ne pas les nommer, sont équipés de racks à vélo et vous permettent de réserver votre place et de faire des déplacements longs, traverser toute l'Europe, avec l'assurance que vous allez pouvoir garer votre vélo, enfin stationner votre vélo et l'embarquer dans un bus. Location de vélo, je pense que Sarah y reviendra peut-être avec Accueil Vélo. Là aussi, on a un déficit qualitatif et un déficit de problème de retour au point de départ. La Loire à vélo l'a bien mis en place. Aujourd'hui, on a des prestataires qui peuvent vous louer un vélo, y compris des vélos assistance électrique, et vous les rapatrier de n'importe quel moment, de n'importe quel endroit. Donc vous n'avez pas à vous soucier de là où vous laissez votre vélo. Donc ça aussi c'est un point important. Et puis sur la communication, on a également des déficits. Il n'y a pas de bons itinéraires sans un topo guide. Même si aujourd'hui on parle de solutions embarquées, tout ça oui, mais ça reste minoritaire. On a aujourd'hui des traces GPS, mais ça n'empêche pas d'avoir des panneaux de signalisation et ça n'empêche pas d'avoir un topo guide. Le topo guide, qui est de préférence inscrit dans une collection, est indispensable pour, à la fois pour la promotion, mais également pour le guidage sur le terrain. Et évidemment, les sites internet de qualité sont des éléments absolument indispensables de la qualité globale de l'itinéraire. Voilà, donc globalement, très, très forte appréciation et surtout des clientèles internationales sur la qualité patrimoniale et paysagère de nos itinéraires. Une qualité technique qui, même si ce n'est pas parfait, est relativement bonne en France. Mis à part la signalisation qui est vraiment un point clé, et puis un gros déficit sur les services. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Nicolas. Alors après la parole aux utilisateurs et à leur ressenti, les itinéraires vélo, il faut d'une part les aménager, d'autre part les valoriser sur le plan touristique. C'est l'objet de... Alors pour l'aménagement, c'est l'objet notamment, mais pas que, des départements. Olivier Boreau du conseil départemental de Savoie, vous direz précisément quelle est votre mission dans cette collectivité. Alors il vous dire quelle priorité, d'une part, quelle priorité le département de la Savoie peut-être se donne pour les aménagements vélo, de manière à répondre à l'attente des usagers, et comment vous essayez justement de coller aux attentes des usagers. Moi je travaille au département, en fait à la direction des routes. La particularité dans ce département, c'est que la direction des routes gère également les infrastructures cyclables. Le département de la Savoie a eu l'initiative, il y a plus de 20 ans, créer l'association des départements et régions cyclables, donc qui a été fondée à Chambéry en 1999. Et depuis, la politique départementale en matière d'aménagement cyclable, elle est constante. Je salue, et j'en profite pour saluer la présence de François Rieux dans la salle, qui a beaucoup œuvré dans ce sens en tant que conseiller départemental. Et donc le département de la Savoie s'est doté d'une politique d'infrastructure cyclable. Et à ce titre, le département, en tant que collectivité territoriale, assure la maîtrise d'ouvrage des véloroutes qui sont inscrites au schéma directeur national. Donc la Via Rona, d'une part, la véloroute dite du Grand Lac, qui est constituée des avenues vertes chambériennes et du chemin lacustre jusqu'à Aix-les-Bains, et puis également la véloroute dans la Combe de Savoie, qui est en service aujourd'hui depuis Annecy jusqu'à Albertville-Tournon, et dont les travaux vont se poursuivre dans les années à venir en direction de Montmélian et jusqu'au département de l'Isère. Et donc cette politique constante, elle demande effectivement à la fois un investissement technique pour que les techniciens qui sont à l'origine des projets d'infrastructure soient capables de concevoir des projets qui répondent aux exigences et aux attentes en tout cas, et aux besoins des utilisateurs, des usagers. Et donc pour cela, en fait, on travaille avec les associations et on travaille également avec les services en charge du tourisme au niveau du département ou l'agence touristique départementale avec Sarah,
pas nos tracés pour se faire plaisir. Alors quand on parle d'infrastructures de qualité, en Savoie, les véloroutes voies vertes, elles sont à peu près d'un niveau de service homogène, avec des revêtements homogènes. On a beaucoup travaillé sur la signalisation directionnelle. On a également travaillé récemment avec les associations sur une suppression massive des dispositifs anti-intrusion qui avaient été mis en place au fil des années. En fait, ça devenait plus compliqué de circuler à vélo, il fallait toujours zigzaguer. Au bout du compte, on se rend compte que, par exemple, comme tu le disais Albert, les dispositifs anti-intrusion, ils répondaient à l'exigence de se dire qu'il faut éviter à tout prix qu'il y ait de l'intrusion. Mais en fait, il n'y en avait pas. Et donc on s'est rendu compte qu'il était absolument indispensable de supprimer les dispositifs qui avaient été mis en place. Alors d'une part, on avait des difficultés à les entretenir dans de bonnes conditions, et puis en plus, ils ne servaient à rien. Donc ce travail-là, il a été conduit en accord avec les associations. Donc les associations cyclables que l'on rencontre de façon formelle une fois par an, la commission des routes et rencontre des associations cyclables, on fait le bilan des aménagements réalisés dans l'année, on parle de prospective, on parle des perspectives d'aménagement, on fait un point également sur le tourisme à vélo. Et puis après, il y a aussi des échanges en dehors de ces rencontres formelles avec les techniciens pour travailler sur tel ou tel projet. On est attentif aussi au retour que l'on peut avoir sur tel ou tel problème qui peut arriver là ponctuellement, parce qu'il y a une passerelle qui va être en mauvais état, qui va se dégrader, qu'il va falloir rénover parce qu'il y a des problèmes de glissance sur le platelage. On est attentif parce qu'à un moment donné, on va nous signaler que des panneaux de signalisation ont disparu, donc il faut les réimplanter, etc. Moi, ce que je veux dire en tant que technicien, en fait, dans ce domaine, c'est que moi, j'ai des collègues et des collaborateurs qui font du vélo et donc qui ont une culture également de la pratique vélo qui aide les techniciens qui assurent la conception des projets routiers. Ils savent de quoi ils parlent quelque part, parce qu'ils font du vélo. Et aussi, c'est important de travailler au niveau de l'entretien. Effectivement, le niveau de service, le balayage, les réparations, etc. Il y a un niveau de service qu'il faut identifier et qu'il faut être en mesure de tenir. Alors dans une période de contraintes budgétaires, c'est vrai que les choses sont compliquées. On essaye de faire ces efforts. La politique se poursuit sur la Via Rona. Les travaux de la passerelle entre la Balme et Virinia vont démarrer en 2017. Ils vont se poursuivre en 2018. Il y a encore un tronçon à terminer en Chetagne entre le pont du Fier et le plateau de Châteaufort-Rameau. Il y a poursuite des travaux engagés depuis Sainte-Hélène-sur-Isère en direction de Montmélian. Et au-delà de ces grands itinéraires, on travaille également de plus en plus donc, avec les territoires, avec les communautés d'agglomération. Quand on parle des entrées de ville, aujourd'hui, le département ne fait pas tout. Donc le département travaille avec les agglomérations qui s'occupent également des infrastructures cyclables. Donc on essaye de se répartir la maîtrise d'ouvrage, déjà pour savoir qui fait quoi, qui aménage quoi et qui entretient quoi, c'est pas toujours simple. On travaille avec les intercommunalités pour essayer de travailler sur des orientations et des principes identiques pour éviter de s'éparpiller. Donc ce travail-là, il compte. Effectivement, il n'est pas toujours simple, parce qu'il faut que les collectivités s'accordent. Il faut travailler sur des itinéraires qui répondent à la fois à des enjeux touristiques, mais aussi parfois à des enjeux de déplacement du quotidien, domicile-travail. Donc la particularité en Savoie, c'est de connaître l'avenue verte, en tout cas la composante de la véloroute entre Chambéry et Savoie-Technolac, qui répond à cet ensemble de pratiques. Bon voilà, donc bon, en conclusion, après on pourra reprendre le débat bien évidemment. Une volonté politique marquée, effectivement, des techniciens qui doivent s'impliquer aussi bien dans la conception que dans la partie entretien, parce que c'est effectivement ce qu'une fois que le revêtement il est tout beau, tout neuf, s'il ne se passe plus rien après, c'est là où après, les problèmes arrivent. De toujours bien définir qui fait quoi, qui entretient quoi. Lorsque la véloroute elle emprunte une voie communale, est-ce que c'est le département qui va l'entretenir ou est-ce que c'est la commune qui va l'entretenir? Est-ce qu'on se partage les responsabilités? Il faut conventionner. Donc ça demande beaucoup de travail, et il faut trouver toujours des accords. Parfois on les trouve, parfois on ne les trouve pas. Et puis enfin, une montée en puissance effectivement du rôle des intercommunalités, des agglomérations. Il y a le cas actuel de Chambéry Métropole, de Cœur de Savoie et de Grand Lac, qui ont engagé une étude de valorisation touristique de la véloroute du Grand Lac pour travailler sur une amélioration de la signalisation, des services, de la communication. Et ça, c'est une étude qui est portée par les agglomérations. Alors le département est partenaire, il est associé, mais il n'est pas maître d'ouvrage de la démarche. Par contre, les territoires s'approprient l'infrastructure qui est livrée.
Ça aussi, c'est une constante en Savoie. Par exemple, la Viarona, les territoires de l'avant-pays savoyard, la Chetagne, travaille et commence à travailler ou doit travailler sur la mise en place de services et de tous les équipements qui vont venir se faire autour et se construire autour de la véloroute, donc des boucles locales, des antennes, comme vous le disiez, des hébergements, des équipements, des sanitaires et autres. Donc ça c'est un travail de longue haleine et c'est un peu aussi un travail du quotidien pour ce qui me concerne. Je vous remercie. Merci, bonjour à tous. Donc l'agence touristique départementale, c'est une association qui est au service du département pour la mise en œuvre de sa politique touristique. On l'a entendu avec Olivier, il y a une très forte politique en faveur du vélo et du coup on travaille très régulièrement avec le conseil départemental sur le sujet. Donc on l'a vu, pour un itinéraire de qualité, il faut un intérêt patrimonial fort. On a de la chance en France, comme l'a rappelé Nicolas, parce qu'on est gâté. Il faut aussi des revêtements de qualité. Quand on a des collectivités qui s'investissent, on est aussi gâté. Et on a vu que ça pêchait souvent au niveau des services. Et on en est conscient, notamment au niveau national. C'est pourquoi, depuis 3 ans maintenant, un label est sorti. C'est le label Accueil Vélo. Si vous faites un petit peu de vélo itinérant, vous devez connaître Bellum Bike en Allemagne. Bon, bah voilà, nous c'est à peu près la même chose. Sauf que les Allemands, ils ont toujours une longueur d'avance et ils sont bien plus avancés que nous sur le sujet. Le label, c'est ça. Voilà, le label Accueil Vélo, donc label national porté par France Vélo Tourisme, mais mise en œuvre par les départements d'une façon générale. La mise en œuvre commence progressivement. Nous, en Savoie, ça fait 1 année qu'on a commencé à le mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, c'était un label qui était pour les itinéraires, donc les véloroutes de grande itinérance. Et on était limité à 5 km de l'itinéraire. Et nous, en Savoie, alors on a nos véloroutes, hein, on a la Viarona, on a d'autres itinéraires comme la V63 qui va d'Annecy à Albertville, puis bientôt à Montmélian, etc. Mais on est aussi un territoire de montagne, avec des grands cols, avec des personnes qui vont venir en séjour chez nous, plusieurs jours, qui vont aller rayonner en étoile à Bourg-Saint-Maurice pour aller faire les grands cols. Et on ne pouvait pas se permettre de travailler que pour la clientèle itinérante le long des véloroutes et d'oublier cette clientèle qui est plutôt voilà, les gros mollets des vélos, voilà, qui vont être chasseurs de cols. Du coup, on a demandé une dérogation au niveau national pour pouvoir déployer ce label sur l'ensemble de nos itinéraires, les véloroutes, mais aussi nos itinéraires cyclo-départementaux qui sont balisés. C'était un projet avec la direction des routes. Et qui font l'objet de fiches qu'on retrouve notamment au niveau de la communication sur le site de Savoie-Mont-Blanc. Donc pour en revenir à ce label Accueil Vélo, il est déployé depuis 1 an sur l'ensemble de nos 66 itinéraires cyclo plus les 3 véloroutes. Et il ne concerne pas uniquement que les hébergeurs. Alors là on a parlé des hébergements parce que c'est vrai que c'est vraiment le point qui blesse. Mais pour une mise en tourisme et une montée en qualité globale, le label reprend donc les hébergeurs, mais aussi les offices du tourisme, les loueurs, les réparateurs de cycles, les sites de visite et les restaurants. Donc là, on a un panel relativement complet des prestataires touristiques. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que par rapport à ce label, on a vraiment souhaité mettre en place autre chose qu'une simple labellisation, c'est-à-dire on fait des visites, on qualifie des prestataires, mais derrière on met aussi en place un réseau. On essaye de mettre en réseau les prestataires afin qu'ils se connaissent entre eux. Typiquement les campings, moi j'ai 5 campings qui sont tip-top, qui prennent à la journée, à la nuitée sans problème, et qui sont même parfois assez concentrés au même endroit. L'idée c'est que les prestataires se connaissent, puissent se renvoyer des clients si nécessaire, qu'ils aient une vraie culture commune du vélo, qu'est-ce qu'on fait en Savoie, qu'est-ce qu'on met en place, notamment le conseil départemental, comment il œuvre. Donc pour ce faire, on organise des demi-journées d'échanges et de rencontres avec les prestataires, on met en place des newsletters, on leur donne des éléments de communication, etc. Donc ce label se veut vraiment quelque part une excuse pour que toutes les personnes qui ont envie de travailler et d'accueillir de la clientèle cyclo puissent se connaître, partager leur expérience, etc. Ce
qui est intéressant de savoir aussi, c'est que nos clientèles sur les véloroutes, pour le coup, sont des clientèles extrêmement captives. Et elles ont vraiment besoin de services. Et c'est pour ça que nous, maintenant, il faut vraiment qu'on réponde présent. Il faut qu'on puisse proposer des hébergeurs, des prestataires qui vont répondre très rapidement, qui vont connaître leur clientèle. Une nuitée, ça va être possible. Un local à vélo, ça va être possible. Manger en toute sécurité, manger en laissant son vélo en toute sécurité, ça doit être possible aussi. Voilà. Par rapport aux critères, très rapidement, pour un hébergeur, vous imaginez, c'est un local à vélo fermé, c'est une buanderie pour pouvoir faire sécher les affaires, un petit kit de réparation, et on est à peu près bon. Et de quoi laver les vélos aussi. Le reste, c'est du service, c'est de la connaissance du territoire, c'est pouvoir leur indiquer vers tel ou tel prestataire aller pour déjeuner, etc. Voilà, l'objectif en tout cas pour nous du label, c'est de qualifier les services, et c'est que, in fine, le client, qui est quand même notre seul et unique centre d'intérêt, ait une expérience mémorable et unique sur notre territoire, et qu'il s'en souvienne. Parce que même si on a les plus beaux paysages, les plus beaux revêtements, si le service n'y suit pas, notre client, déjà, il ne va pas nous faire de pub, et en plus, il ne va pas revenir. Voilà. Vous représentez ici l'association nationale France Vélo Tourisme, mais vous avez également une casquette qui est celle du directeur des moniteurs cyclistes français. Alors, je vais vous faire un aveu, il y a 48 heures, je ne savais pas qu'il existait des moniteurs cyclistes français. Pourtant, je fais un peu de vélo. Eh bien oui, c'est comme ça. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà, vous êtes là pour ça. Et ce que vous allez nous expliquer, c'est ce que vous appelez la plus-value d'une offre connexe, c'est-à-dire tous les produits qui tournent autour de la pratique du vélo, dont Sarah a déjà un petit peu défloré le sujet. Mais tout ce qui permet, dès lors qu'on a un itinéraire et dès lors qu'on est dans un environnement touristique sympa, d'emprunter un itinéraire vélo avec plaisir, avec le moins de gêne possible, et voilà, pourquoi pas avec extase également. Voilà, Julien. Très bien, donc, je vais recommencer par situer donc les moniteurs cyclistes français et France Vélo Tourisme, parce que tout le monde ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc MCF, en fait, c'est une association qui regroupe 900 guides de vélo professionnels, qui propose des séjours en France, à l'étranger, en Europe, un peu partout dans le monde, et dont c'est le métier. Donc en tant que directeur de France Vélo Tourisme, on fait partie du conseil d'administration en tant que directeur de MCF, je veux dire, on fait partie du conseil d'administration de France Vélo Tourisme. Et France Vélo Tourisme, il y a deux facettes. Il y a la facette grand public, que vous pouvez connaître à travers un site portail, qui regroupe, qui est chargé de faire la promotion en fait des véloroutes et des itinéraires touristiques à vélo qui sont apparus depuis une dizaine d'années en France. Au total, c'est 11 itinéraires véloroutes qui traversent, on peut traverser complètement la France, certains sont même reliés à des itinéraires européens. Et ces itinéraires donc, sont qualifiés, c'est des itinéraires où on a une garantie, en tout cas au fur et à mesure que les années passent, une garantie d'avoir effectivement une promesse, c'est-à-dire d'avoir un itinéraire de qualité et avec une continuité qui chaque année se renforce. France Vélo Tourisme aussi essaye d'organiser, je dirais, ou en tout cas joue un peu le rôle un petit peu de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'elle essaye effectivement de faire progresser l'offre à travers, en associant les différents partenaires, que ce soit les itinéraires, que ce soit en créant des labels comme ça a été évoqué. Et tout ça donc permet effectivement à la France, en tout cas maintenant, de faire partie, d'être dans la course, je dirais, des destinations touristiques. On a parlé de l'Allemagne, de la Suisse, qui était très en avance là-dessus. C'est peut-être même ça qui a stimulé la naissance de France Vélo Tourisme. Et dernier point qui est remarquable, c'est que c'est quand même une structure qui est pilotée à la fois par un collège privé et public. Donc on parle de partenariat privé-public, et aussi avec le soutien de l'État. Ça c'est important, ça veut quand même dire qu'au niveau du tourisme, le ministère du Tourisme, la direction des entreprises, on a repéré que le tourisme à vélo, que la France était effectivement, que la France avait une carte à jouer autour du tourisme à vélo. Nous on en est tous convaincus, mais c'est bien de voir aussi qu'à l'échelle nationale, que ça a été validé, et que finalement ce qu'on a à offrir, ces beaux paysages qu'on voit toute l'année, qu'on voit surtout au mois de juillet au Tour de France, sur le Tour de France, et ça attire énormément de monde, ça donne envie aux gens de venir en France, aux étrangers,
Et effectivement, il faut ensuite pouvoir les accueillir correctement et leur offrir des itinéraires qu'ils ont l'habitude d'avoir chez eux. Pour revenir à la question, donc c'était au niveau des services connexes, c'est ça? Donc effectivement, un itinéraire, à partir du moment où il existe, je dirais que c'est là que ça commence l'histoire. Une fois que l'élu a coupé le ruban, que tout est balisé, que l'enrobé a été posé, c'est là que démarre, je dirais, une nouvelle phase. Et c'est une phase où effectivement il faut animer ces itinéraires. Et il faut aussi surtout proposer les services qui vont être attendus. On est passé en une dizaine d'années d'une pratique du tourisme à vélo qui était plutôt baroudeuse, qui était faite en tout cas par des pratiquants, par des passionnés, par des cyclistes, à une offre qui s'est énormément démocratisée, et donc avec, je dirais, on ne peut même pas les appeler des pratiquants, mais une nouvelle forme de touristes à vélo, qui sont effectivement des personnes qui sont à la base pas forcément cyclistes, mais qui ont envie de voyager, de vivre leurs vacances différemment, autour de valeurs que je ne vais pas énumérer, mais que vous connaissez tous. Hein. Le vélo, ça reste le meilleur moyen de découvrir un territoire. C'est pas Nicolas qui dira le contraire. Et donc, par rapport à cette clientèle qui est moins autonome, effectivement, les notions de service prennent vraiment tout leur sens. C'est des gens, c'est une population qu'il faut prendre un peu par la main, qu'il faut effectivement, je dirais, faciliter à tous les niveaux le séjour pour qu'on arrive à allier ce côté un peu aventure, ce côté un peu qui est recherché, hein, qui est vers un tourisme un peu de rupture, mais aussi ce côté confort. Ce côté confort, on peut très bien être un gros baroudeur et le soir vouloir tout simplement lire ses mails ou surfer sur internet. C'est pas antinomique, c'est de moins en moins en tout cas. Et donc en prenant cette image, j'essaie effectivement de montrer que la notion de confort va être importante en tout cas, et devient de plus en plus importante. Donc cela passe effectivement par des services connexes qui ont déjà été en partie énumérés. On a parlé effectivement des toilettes. On peut voir aussi, c'est tout bête, mais quand on fait un itinéraire touristique, on va faire du tourisme, donc on parle de visite. Qu'est-ce qu'on fait du vélo? Qu'est-ce qu'on fait des sacoches? Qu'est-ce qu'on fait du matériel qui a de la valeur? Faire visiter un château de la Loire ou un musée avec 10 kilos de sacoches, c'est pas très plaisant, mais en même temps les laisser devant le château comme ça, on est quand même en France, hein. On n'est pas sûr à 100% que quand on revienne, que rien n'ait bougé. Donc voilà, ça, à travers cet exemple-là, on voit par exemple un petit grain de sable tout bête, mais qui finalement casse la dynamique et peut même tout simplement faire en sorte qu'on ne visite pas le musée ou qu'on divise le groupe en deux. Voilà, ça c'est un exemple très très concret, et c'est des choses effectivement qui ne sont pas forcément anticipées. Parler des loueurs, les hébergeurs, il y a besoin de formation. C'est-à-dire que tout n'est pas inné. Le vélo paraît facile, mais accueillir un groupe de cyclistes, même si ça fait 40 ans qu'on fait l'hôtellerie et l'hébergement, il y a quelques petites spécificités. On peut avoir un menu de qualité, voire gastronomique, mais proposer un petit supplément pâte à 2 €, c'est tout bête, c'est pas compliqué, mais certains ne le font pas, n'ont pas le réflexe, et je dirais même pire, des fois quand on le demande, on nous regarde comme des martiens. Et alors que ce petit supplément pâte fait que derrière, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir le lendemain se régénérer, pour pouvoir pédaler. Donc à travers tous ces petits exemples, le transport de bagages, je ne vais pas m'attarder dessus, mais effectivement, quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, on peut rentrer par tous les moyens existants, on peut faire du stop, on peut prendre l'avion, le train. Là, on a du matériel souvent, et notamment quand on pratique en famille. Il y a la remorque, il y a la remorque pour les enfants, la remorque pour les bagages. Il y a aussi le vélo électrique. Le vélo électrique, on arrive avec d'autres problématiques, des problématiques de poids, des problématiques aussi sur le fait que ce soit du matériel très cher. On ne met pas un vélo à 5 000 € dans une soute
dans la soute Dakar. Ou en tout cas, on peut être réticent et c'est normal, hein, c'est un matériel c'est un investissement. Et on sait que dans une soute, si les choses sont mal calées, on peut retrouver son matériel tout abîmé, ce qui n'est pas forcément l'objectif et tout ça peut créer aussi de la désaffection, quoi. Dans les services aussi, le numérique, je crois qu'on en parle et on en parlera de plus en plus. La population cycliste, en tout cas, sur le tourisme à vélo, se rajeunit et en tout cas est utilisatrice de smartphones, d'internet, peut-être plus, même si je pense que l'écart va se réduire, peut-être plus que la clientèle randonnée classique, randonnée à pied. Et à travers le numérique, on a aussi des solutions qui commencent à apparaître qui vont complètement révolutionner la façon de concevoir son séjour. Alors le séjour, il naît souvent d'une envie, d'une idée. Il se concrétise généralement par le topo. Le topo, c'est le livre de chevet. C'est quand on prépare son séjour, quand on commence à imaginer, à rêver, à organiser. Mais maintenant, on va avoir rapidement, dans les années à venir, des solutions qui vont permettre aussi, de manière très confortable, en quelques minutes, en quelques heures en tout cas, d'organiser soi-même son voyage en réservant ses hébergements, peut-être son vélo, son billet retour, tout ça à partir d'une seule solution, d'un seul site, d'un site portail qui va venir agréger finalement un ensemble de prestations et qui va permettre de préparer son voyage de manière encore plus facile. Et ça va séduire aussi, capter une population qui est demandeuse effectivement de facilitation en tout cas. J'ai encore une minute Une minute. Une minute, ok. Ou alors, si c'est mon idée. Non, c'était juste un dernier point, mais parce que ça n'a pas été abordé ou très peu. Il y a le problème de la gouvernance aussi. Si on parle en tout cas de ces itinéraires qui sont proposés, organisés, balisés, fléchés, la gouvernance en tout cas ça va être un vrai enjeu parce que le côté pratiquant, côté touriste, nous on ne comprend pas les logiques de département, les logiques de région. Et pour l'avoir vécu, comme sûrement certains d'entre vous, j'ai pu faire quelques voies vertes, quelques véloroutes. Je peux vous dire que la frontière du département, on la voit. Elle est imaginaire, mais on la voit, on sait où est la ligne Maginot, là. On la voit complètement, quoi. Hein. On peut passer de la belle enrobée avec toutes les protections, le balisage, la signalétique, à un champ de mine avec de l'herbe qui pousse, des nids de poules. Et ça, je sais bien que c'est nos logiques, c'est la structuration, c'est le millefeuille français, mais côté touriste, on ne pourra jamais expliquer ça. Et c'est aussi un peu un message qu'on envoie aux organisateurs, aux politiques, aux gestionnaires. À un moment ou l'autre, il faut effectivement, ce qui fonctionne, on peut le voir avec la Grande Traversée des Alpes, à un moment ou l'autre, c'est une gouvernance supra-départementale, c'est-à-dire il faut un gestionnaire d'itinéraire qui, à un moment ou l'autre, est un peu le gouverneur finalement, et coordonne tout ça, quoi. Loin des guerres de clochers ou des problèmes de budget, hein. C'est vrai que les budgets ne sont pas fléchés de la même façon d'un département, d'une région à l'autre, mais voilà, il faut à un moment ou l'autre faire bloc pour pouvoir avancer là-dessus. Merci à tous les cinq, la parole est à vous maintenant. C'est l'objet de cette table ronde. Si elle est ronde, c'est pour qu'on s'exprime. Vous avez sans doute des suggestions, peut-être des réactions par rapport à ce qui a été dit, ou des expériences vécues en France ou à l'étranger à reproduire ou à ne pas reproduire. Vous avez deux micros qui circulent, donc Catherine à votre droite, Sophie à votre gauche, qui vous feront passer les micros. Voilà. Il y a déjà une première question. Merci. Oui, bonjour. Donc Olivier Viss, j'appartiens aussi à l'association Roulib. Je fais pas mal de voyages à vélo l'été pour mes congés. Il me semble que la problématique de la signalisation et du repérage me paraît fondamentale. Parce que c'est vrai que j'ai eu circulé même sur des itinéraires cyclables très réputés, des Eurovélos, des choses comme ça. Et ça m'arrive de me perdre. Alors pourtant j'ai des lunettes à peu près en état. Mais c'est vrai qu'une signalisation vraiment adaptée me paraît fondamentale, d'autant plus qu'une erreur, et on a vite fait de se retrouver sur une route extrêmement craignos. Alors moi ça va, je voyage en général seul ou avec des adultes,
Par contre, j'imagine une famille avec quelques enfants, on peut se retrouver vraiment très très en difficulté par rapport à une erreur d'itinéraire. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas intérêt déjà à mettre en place des applications peut-être numériques qui soient très performantes de ce côté-là? Ce qu'on peut citer comme anecdote, c'est que l'avenue verte nord de Technolac, sur Google Maps, elle est repérée à partir de la 43 comme un chemin de terre. Donc voilà, donc je pense que de ce côté-là, il y a probablement des choses à faire. Et après, j'imagine aussi que de la signalisation panneau ou de la signalisation peinture au sol peut être extrêmement bon marché par rapport au budget que peut représenter donc la mise en enrobé d'un chemin de terre existant, de quelque chose comme ça. Et j'ai une dernière question, ça peut-être que Olivier Brault pourra nous répondre, c'est effectivement sur les liaisons entre Chambéry et Albertville d'un côté et avec Grenoble de l'autre. En partant de Grenoble, on a une portion des rives de l'Isère qui est très bien aménagée, puis après ça s'arrête, c'est dommage. Et là après on a de la départementale. Et effectivement la continuité après Sainte-Hélène-sur-Isère, ça ce serait vraiment fantastique pour la région. Et en rajoutant bien évidemment des portions peut-être à aménager entre le Montmélian et pour aller récupérer l'avenue verte sud. C'est vrai que dans ces coins-là, on ne sait jamais trop par où passer, pourtant on est de la région. On aura des différences de revêtement, mais la signalisation, c'est vraiment un élément absolument fondamental. Quand on a fait l'analyse de la Via Rona, il y a 2 ans, on a retrouvé une petite famille qui venait de l'Alaska, qui était sur la route nationale 7 et qui était perdue après avoir quitté la Drôme, qui était elle bien aménagée, et qui se retrouvait dans le Vaucluse complètement perdue. Donc c'est vraiment un élément qu'on ne pardonnera pas. Alors c'est vrai que le GPS est de plus en plus utilisé, mais c'est seulement encore que 25% des pratiquants, donc il y a encore 75% de gens qui suivent les panneaux, et le panneau c'est quand même pratique parce que quand c'est bien fait, on le voit, et puis on peut continuer à parler sans forcément se tromper. Donc le jour où on enlèvera les panneaux routiers, on pourra peut-être enlever les panneaux sur les pistes cyclables, mais je pense que ça va être encore utile quelques dizaines d'années, enfin, ou même plus. Comme solution aussi, le renforcement de la signalisation au sol fonctionne extrêmement bien. Il y a quelques pays qui le font, je pense qu'en France on ne le fait pas assez, mais quand on a des itinéraires qui serpentent un peu dans les villages où les panneaux ne sont pas forcément très lisibles, où il suffit d'un tracteur ou d'une voiture pour cacher le panneau, c'est vraiment important d'avoir une signalisation au sol qui est effectivement pas très coûteuse et qui est très efficace parce qu'on a tendance à avoir un petit peu plus bas, à regarder la route de toute façon. Donc ça c'est une solution simple et efficace. Compléter un petit peu notre notion, mais ce qu'il y a, c'est que le vélo en France c'est nouveau. Pour prendre une anecdote, moi il y a 10 ans j'ai fait Valence-Sète à vélo, je n'ai rencontré qu'une équipe de cyclistes que j'ai croisés, c'était des Américains avec un guide canadien. Je n'ai pas vu un Français. Aujourd'hui, c'est complètement différent, bon c'est nouveau. Donc je crois qu'il faut intégrer ce problème-là. Tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ont eu besoin d'apprendre. Vous êtes dans un département qui a appris depuis longtemps déjà, mais il y en a beaucoup qui n'en sont pas là. Sur Via Rona, pour prendre l'exemple, il y a peut-être, je dirais, une quarantaine de maîtres d'ouvrage différents qui interviennent. Donc vous voyez le nombre de gens qui a à coordonner. Et tout ça, ce niveau, bon, ça monte petit à petit. Moi, ce que je constate en tant qu'utilisateur, qu'on fréquente souvent ces itinéraires, c'est que les gens apprennent vite. Bon, et au début, ils font des bêtises, mais après, ils apprennent vite. Mais après, il faut gérer. Et les problèmes de signalisation, autant les signalisations routières, c'est parfait, ça marche très bien pour les bagnoles, autant pour les vélos, on n'a pas encore, on ne sait pas encore faire. Donc, petit à petit, ça vient. Et nous, je pense qu'on a beaucoup, en tant qu'utilisateur, moi, j'ai beaucoup de réactions. Je donne des informations aux maîtres d'ouvrage, des points qui clochent, quoi. Et ça, c'est très intéressant parce que faire remonter, les gens ne se rendent pas compte, c'est difficile à gérer sur le plan du terrain. Et donc, il faut qu'on puisse signaler chaque fois les problèmes qui se passent et les faire remonter au maître d'ouvrage. Il faut trouver le maître d'ouvrage en question. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est important. Voilà. Et ça évolue, ça évoluera très rapidement. Olivier,
C'est vrai que sur la Via Rona, il y a 40 mètres d'ouvrage, alors il y a les départements, il y a des intercommunalités, il y a des communes. Après, il y a la région au niveau supra-départemental qui coordonne tout ça, il y a 3 régions. Par contre, il y a un comité d'itinéraire qui a été créé, qui regroupe tous les maîtres d'ouvrage et qui ont créé donc des groupes de travail thématiques, infrastructure, signalisation, services, communication, valorisation touristique. Et donc il y a un guide de signalisation qui a été mis en place pour l'ensemble de l'itinéraire, qui ont été avec différents bureaux d'études qui ont travaillé et qui ont défini les règles à respecter en matière de signalisation, de jalonnement, de rabattement depuis les gares, dans les carrefours, partout, et qui est appliqué par les maîtres d'ouvrage. Donc en fait, le département de la Savoie, qui en Savoie est maître d'ouvrage, quand on quitte Virignan, c'est la communauté de communes du Bugey Sud qui est maître d'ouvrage, ensuite on revient en Savoie, c'est à nouveau le département Chautagne qui est maître d'ouvrage, après c'est le département de Haute-Savoie, etc. On a même de retrouver des Hauts-Savoyards qui se sont perdus en Savoie, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, il y a le comité d'itinéraire qui sont pratiquement mis en place sur tous les grands itinéraires. Donc je vais y revenir aussi pour répondre à la question d'Olivier Wyss sur l'itinéraire dans la Combe de Savoie, parce que les choses avancent également à ce sujet. Donc le comité d'itinéraire définit les grands principes, et ensuite effectivement il faut les appliquer. Et après, lorsque les panneaux ils sont mis sur le terrain, il faut qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un seul panneau qui manque, effectivement ça peut devenir problématique. Alors que lorsqu'il y a un panneau qui manque sur une route, on peut toujours continuer à se repérer. Donc nous on a des retours, hein, les services en Savoie, notre organisation fait qu'on a des services sur les territoires, hein, tout ne se passe pas depuis Chambéry. Donc on a des services qui sont territorialisés, qui sont au contact des usagers, des élus locaux, des riverains, etc. Et vers qui eux, ils ont des retours. On dit, le panneau là-bas dans le carrefour, il a été vandalisé, il est tombé, il est parti, etc. Donc ça fait partie du quotidien des pratiques d'entretien. Et c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'effectivement, il faut y passer souvent, et puis il faut avoir un retour pour avoir une alerte, quoi. Sinon, bon après, je vous rassure, il y a des collègues qui passent tous les jours sur les mêmes routes, il y a des panneaux qui manquent, qui ne sont pas non plus remplacés, hein, mais bon, la force de l'habitude aussi, donc c'est compliqué. Et juste pour revenir après, effectivement, ce que disait sur le coût des infrastructures, une véloroute voie verte pour un maître d'ouvrage, donc ça ne coûte rien en infrastructure lorsque la véloroute emprunte une voie communale qui est déjà revêtue, aménagée, où il n'y a besoin de rien faire à part mettre quelques panneaux. Ça va coûter 100 000 € du kilomètre lorsqu'il va falloir faire un revêtement enrobé sur on va dire sur un chemin qui n'est pas revêtu. Ça va coûter 300 000 à 400 000 € du kilomètre lorsqu'il faut faire la structure de chaussée, la chaussée, les accotements. On va arriver à 1 million € du kilomètre en Savoie, dans le secteur de la Balme, falaise des Bénolets, où il a fallu déplacer la route et déplacer la falaise pour faire passer la véloroute avant de trouver le Rhône. Et il y a même des coûts jusqu'à 3 millions € du kilomètre le long du lac d'Annecy, dans les zones urbaines, sur les travaux là en rive est. 3 à 4 millions € du kilomètre de tronçons sur la voie verte autour du lac d'Annecy. Donc c'est à peu près ces chiffres. Alors c'est vrai que la signalisation, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Un panneau, ça coûte 30-40 €. Hein. Donc il faut avoir une véritable attention. Et bon. Donc après, nous, quand Albert ou les associations font des retours, Albert envoie des mails pour dire là, à tel endroit, il y a un problème, il faut regarder, etc. Et après, il faut que les maîtres d'ouvrage entre eux ils s'accordent, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se coordonnent. Sinon, c'est... Voilà, il faudrait qu'il y ait un maître d'ouvrage unique, mais ça n'existe pas. Voilà, alors pour répondre à la question d'Olivier Wyss sur l'itinéraire identifié V62, V63 au schéma national. Donc V62 c'est Valence, Grenoble, Montmélian, Albertville, Ugine, Annecy. Et V63 c'est depuis Grenoble, là, on monte vers Chambéry et Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, il faut aller à Chanaz pour retrouver la Via Rona. Pour en dire quelques mots. Donc au jour d'aujourd'hui, sur la véloroute dite Grand Lac, l'infrastructure elle est réalisée depuis le lac de Saint-André jusqu'à Aix-les-Bains. La traversée de Chambéry, une continuité réelle, officielle, doit être mise en place par Chambéry Métropole. Plus au sud, le département de l'Isère travaille pour assurer une continuité dans la vallée du Grésivaudan jusqu'à Barreau, Chapareillan et venir se raccorder au lac de Saint-André, avec une signalétique qui serait mise en place très prochainement en 2017 ou 2018, pour avoir déjà un itinéraire relativement continu, donc depuis Valence, Grenoble, vallée du Grésivaudan, j'arrive à Barreau, Chapareillan, au lac de Saint-André, j'arrive ensuite à Saint-Jean-Prioré, je remonte à Chambéry, je suis à Aix-les-Bains, et puis après je prends le bateau, notamment, et puis je vais à Chanaz.
Et s'agissant de la véloroute, par contre, qui arrive de Annecy, donc Annecy-Albertville, donc il reste encore une deuxième tranche de travaux à réaliser dans Albertville, donc sous maîtrise d'ouvrage communale cette fois-ci, hein, c'est la ville d'Albertville qui porte les travaux. On arrive à Sainte-Hélène-sur-Isère. Et donc le projet est déclaré d'utilité publique depuis 2015. L'année 2016 a été mise à profit pour poursuivre la concertation, achever les procédures environnementales, qui sont très très longues. Il faut autant de temps pour réaliser une véloroute qu'une autoroute. Les procédures environnementales sont très très longues et de plus en plus longues et très compliquées. L'Assemblée départementale se réunit la semaine prochaine pour voter son budget et devrait donc inscrire une tranche de crédit pour réaliser un tronçon depuis dans le secteur de Tournon-Sainte-Hélène-sur-Isère jusqu'à Grésy-sur-Isère. Ensuite, il y a Grésy-sur-Isère, Saint-Pierre-d'Albigny à réaliser. Ensuite, Saint-Pierre-d'Albigny, Montmélian. Et à Montmélian, ensuite, le projet prévoit de rester en rive droite de l'Isère, traverser l'Isère par une passerelle en direction d'Alpespace, et puis ensuite rejoindre les Sceaux et puis Pontcharrat. Donc là, on a travaillé récemment avec Cœur de Savoie. Il y a des techniciens de Cœur de Savoie qui sont présents dans la salle, ils pourront confirmer mon propos. On a travaillé pour se mettre d'accord, pour dire qui fait quoi. Parce qu'en fait, autour de Montmélian, effectivement, il y a le tracé de Montmélian à Pontcharrat, il y a le lac de Saint-André, ce que je viens de préciser, puis il y a éventuellement aussi une liaison entre Montmélian et le sud de l'agglomération chambérienne. Donc le département a dit qu'il réalisait la continuité depuis le lac de Saint-André, ensuite en direction de l'Isère, donc par Barreau, enfin Chapareillan-Barreau avec le département de l'Isère. On allait travailler ensemble sur la liaison Montmélian-Alpespace, etc. Et puis que Cœur de Savoie peut prendre des initiatives également locales pour travailler sur une liaison depuis Montmélian en direction du sud de l'agglomération chambérienne, soit pour travailler sur des liaisons domicile-travail ou plus touristiques, etc. Donc le travail est en cours, il va faire l'objet d'un partenariat. On s'est rencontrés le 20 février à Cœur de Savoie, Montmélian, donc on a travaillé un peu sur le qui fait quoi. Voilà, on a réussi à se fixer des orientations communes, donc le travail est en cours. Et la véloroute dite V62, l'objectif effectivement c'est de le réaliser dans les 5 à 10 années qui viennent. L'objectif étant pour le département de la Savoie déjà d'achever la Via Rona, mais comme je le disais tout à l'heure, la passerelle entre la Val Virinien qui commence en 2007 et qui sera terminée en 2018, ça représente environ un investissement de 1,5 million d'euros. Et puis en Chautagne, le tronçon qui manque entre le pont du Fier et Châteaufort, quelques kilomètres également, pratiquement 1 million d'euros. Vous ayant entendu parler chacun de votre tour, il y a beaucoup de thèmes qui sont revenus, qui étaient le tourisme, les services et le retour sur investissement finalement. Et je me demande du coup, est-ce que les itinéraires cyclables sont pensés uniquement pour les touristes? Et on a parlé de l'Allemagne, pour faire une petite comparaison, en Allemagne j'ai l'impression que pratiquement chaque itinéraire routier est un parallèle cyclable, ce qui permet aux touristes également de faire leur itinéraire en toute autonomie et pas forcément sur un itinéraire imposé. Et ensuite, ça permet aussi aux citoyens qui payent cette installation finalement, plus ou moins directement, de faire leurs déplacements quotidiens, leurs itinéraires. Voilà. Est-ce qu'en France, on reste uniquement sur cette logique de rentabilisation de l'installation forcément touristique, ou est-ce qu'on commence à réfléchir aussi à d'autres choses, à relier les villes peut-être anodines d'un point de vue du patrimoine, mais qui pourrait permettre aux gens de se déplacer et pour leur balade et pour... Hors d'un élément de réponse. En tout cas pour nous en Savoie, un bon itinéraire pour les cyclotouristes itinérants ou en séjour chez nous est un bon itinéraire pour les excursionnistes locaux, pour les domiciles-travail et vice-versa. Globalement, même pas uniquement sur le vélo, mais sur toutes les activités de pleine nature, on raisonne touristes parce que ça va être eux qui vont être le plus exigeants, mais de fait, si ça va pour un touriste, ça ira pour une clientèle locale. Déjà ça, d'ailleurs on peut le voir, j'ai des éléments de comptage entre la voie verte, entre Chambéry et le Bourget. Eh bien, c'est le comptage là, voilà, on voit qu'on a énormément de pratiques avril, mai, juin et énormément de pratiquants septembre, début octobre. Qui c'est ces pratiquants? C'est les gens qui vont se balader, c'est des personnes qui vont en vélo à la fac, etc. etc. Et on n'est pas sur nos touristes ciblés et qui justifient quelque part nos politiques.
Il faut bien à un moment, vous imaginez, on est technicien, on dit à nos élus, ben, il faut y aller. Oui, d'accord, mais quelle rentabilité? Alors c'est sûr, nos touristes à vélo en itinérant, c'est 70 € du pas par jour. Donc ça fait rêver, entre guillemets. Mais on a parfaitement conscience que derrière, on a aussi des clientèles locales et qui sont les plus utilisatrices pour le moment de nos infrastructures, c'est évident. Après, là je parle vraiment des grosses enrobées, voies vertes, etc. Le département met aussi en place des bandes et des pistes cyclables quand même relativement régulièrement le long de ces routes départementales pour favoriser les transferts. Et là, on ne va pas être sur de la grande itinérance, on ne va pas être sur de l'itinéraire très ciblé, forcément touristiquement parlant. Voilà, peut-être... Je vais compléter sur un exemple, la vallée du Vert entre Montmélian et Grenoble. Actuellement, nous, l'analyse qu'on a, c'est que dans cette vallée, il y a des gens partout, sur les deux rives. Donc, normalement, il y a un itinéraire qui est prévu sur la rive droite. Bon, très bien, il faut qu'il relie d'abord les agglomérations, c'est une bonne chose, mais il faut aussi qu'il y ait un itinéraire sur la rive gauche. Et il faut aussi, surtout, qu'il y ait des transversales. On a appris qu'il y avait des ponts qui étaient en reconstruction et il n'était pas prévu de pistes cyclables sur ces ponts. Donc je pense que c'est une hérésie, quoi. Donc actuellement on fait des infrastructures, pas que pour les voitures, il faut qu'on ait, ce que je disais un peu tout à l'heure, ce réseau cyclable ramifié beaucoup plus fin pour desservir l'ensemble des besoins des gens qui vivent dans la région. Voilà. Donc c'est un petit peu la préoccupation. Disons, la deuxième génération, il ne faut pas s'arrêter au schéma national, c'est une bonne chose, mais il faut continuer maintenant. Il faut ramifier ce réseau. Voilà. Malgré mon témoignage, ça fait 10 ans que j'emmène ma fille en pêche à vélo. Je me suis fait jeter plusieurs fois par la SNCF parce que j'avais un vélo, parce que ma fille avait un vélo. Au Danemark, j'ai pas vécu ça. En France, dès qu'il y a un peu trop de piétons, je vais dire, dans le train, les cyclistes ils passent en dernier. Au Danemark, si vous avez réservé pour le vélo, vous passez en premier. C'est-à-dire qu'ils font sortir les piétons, vous rentrez le vélo, et les piétons rentrent à nouveau dans le train. L'année dernière, sur la Loire à vélo, donc les Pays de la Loire ont organisé le retour cycliste avec un wagon spécial pour les cyclistes. Sorti des Pays de la Loire, il n'y a plus rien du tout. C'est chacun pour soi. Et il s'est passé une chose, c'est qu'on était 14 cyclistes pour un RER. Et donc j'avais la chance d'avoir des adolescents avec moi, donc j'ai pu rentrer dans le train. Mais il y a une Allemande, je vous signale, qui n'a fait absolument pas de publicité pour la France. Parce qu'elle s'est fait jeter, je ne parle pas allemand, mais elle a insulté tout le monde. Ça c'est clair, net et précis aussi. Donc là on a un énorme travail à faire aussi sur l'accueil. Une difficulté en France qu'on n'a pas forcément en Suisse par exemple ou en Allemagne, c'est la réservation. C'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr qu'on va pouvoir revenir. Alors, sauf dans les TGV, mais les TGV, même si ça a quand même beaucoup progressé dans les 5 dernières années, c'est 3 à 5 places par TGV, donc c'est vrai que ça ne sera jamais une solution de groupe pour les TGV. Il faut bien noter qu'en Allemagne, ça diminue, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de trains à grande vitesse qui étaient autorisés, qui ne le sont plus aujourd'hui, et il n'est plus possible sur le réseau à grande vitesse allemand d'emporter les vélos. Donc, il y a quand même des progrès en France. Alors, la solution, c'est sans doute celle que met en œuvre actuellement la Loire à vélo pour la saison prochaine, pour la saison 2017. C'est vrai que sur la Loire à vélo, il y avait un wagon qui était réservé aux cyclistes pour le retour pendant tout l'été. Ça a été élargi d'ailleurs de mai à octobre. Alors, la grosse difficulté, c'est celle que tu notais, c'est que tout le monde se concentrait sur le wagon, et une fois que le wagon est plein, on ne peut plus rentrer grand monde. Alors, la solution qui a été trouvée, ça a été dans les nouvelles rames qui sont achetées par la région, d'avoir des rames transformables. Donc, dans les rames double étage, les tables, d'accord. On n'est pas des animaux.
dans les rames double étage, en fait, ils enlèvent tous les sièges sur 3 wagons sur 10 rames. C'est-à-dire sur les wagons 10 rames, ils enlèvent tous les sièges pendant tout l'été sur le bas, ce qui va permettre de répartir l'entrée dans le train sur 6 portes. Donc on aura 6 portes qui seront ouvertes au vélo, chacune pour rentrer dans un wagon qui sera entièrement dédié au vélo. Donc il y a des collectivités qui se soucient vraiment de cette question-là. La Loire à vélo aujourd'hui, c'est 30 000 cyclistes itinérants par an et 60% qui prennent le train pour rentrer. Donc c'est des volumes qui commencent à devenir effectivement importants. Ils ne souhaitent pas s'engager sur la réservation parce qu'il y a trop de monde et que ça serait trop compliqué. Mais cette solution de wagon classique mais modulable est certainement la solution qu'il va falloir retenir sur d'autres itinéraires, je pense à la Virona ou d'autres. Et puis ce que j'évoquais quand même tout à l'heure, c'est les bus. Les bus, l'intérêt c'est qu'ils font beaucoup d'origine-destination directe, donc vous n'avez pas changé. Et la possibilité de mettre des racks à vélo derrière le bus, qui est vraiment développé en Allemagne, devrait l'être sans doute plus en France. Et là, il faut se mobiliser vis-à-vis des 3 ou 4 grands opérateurs. Il y a également des tours opérateurs, mais alors pas de français, mais des tours opérateurs anglais, belges, néerlandais, allemands, qui proposent en fait des allers-retours tout l'été. Donc tout l'été, vous commandez votre itinéraire, bus plus remorque à vélo, qui sont spécialisés sur les gens qui se déplacent à vélo, et vous réservez de tel endroit à tel endroit. C'est généralement des bus de nuit, donc vous partez d'Amsterdam, le lendemain vous êtes à Montpellier, et vous pouvez faire une partie de l'itinéraire en ayant la sécurité d'avoir votre vélo avec votre place. Voilà, c'est un peu les 3 solutions qui vont avoir à se développer, mais cette idée de rame modulable est sans doute la solution qui va se développer à l'initiative des collectivités régionales. J'habite à Challes-les-Eaux et il y a des petits bouts de pistes cyclables, elles sont vraiment bien planquées. Même les gens de roue libre qui viennent chez nous, ils ont du mal à les trouver. Et je sais qu'a priori, la mairie n'est pas pour le développement du vélo. Est-ce que ça dépend des mairies? Est-ce qu'on peut leur imposer de faire des pistes cyclables correctes, etc. Donc voilà, c'était ma question. Aujourd'hui, ce sont les agglomérations généralement qui ont pris la compétence des déplacements, des mobilités douces, comme Chambéry Métropole, qui a la compétence de la création des infrastructures cyclables sur son territoire. Donc nous, notre interlocuteur technique, c'est bien Chambéry Métropole, qui gère et qui entretient des infrastructures cyclables, quelles qu'elles soient, des pistes cyclables, des bandes cyclables. Et donc, il y a un schéma directeur, il y a des orientations d'aménagement qui sont prévues, il y a des projets qui ont été réalisés, d'autres à venir. Et en fait, ils ont un regard à l'échelle de l'intercommunalité. Donc le bon interlocuteur, au départ, c'est quand même l'agglomération qui ensuite va regarder si le projet ou si l'aménagement dont vous parlez relève d'une liaison intercommunale, c'est-à-dire qu'il relève d'un champ de l'intercommunalité, ou effectivement, si c'est vraiment local de chez local, et qui vraiment répond à un enjeu vraiment strictement ponctuel, à ce moment-là, ça pourrait être la commune. Mais le bon point d'entrée, me semble-t-il, est d'abord l'intercommunalité qui a la compétence. Juste un autre point par rapport à l'autre question sur le Bordeaux-Chambéry. La solution Bordeaux-Chambéry, c'est vraiment le bus, enfin c'est Flixbus Bordeaux-Lyon-Pardieu, et après faire un Lyon-Pardieu-Chambéry. Mais il faut absolument écrire à Flixbus pour qu'ils puissent monter des racks sur leur bus, parce qu'ils le font en Allemagne, donc ils savent le faire. Donc surtout, il faut écrire. Leur site permet de réserver normalement en ligne, donc tout est faisable. Il faut juste qu'ils mettent les racks sur leur bus, et ça, il faut vraiment l'écrire, parce que ça va être une solution facile, complémentaire du train. Je vous signale une ligne Valence-Le Chédard qui est équipée de l'été pendant 6 mois de l'année de racks vélo, 6 racks vélo. Il faut prévenir la veille la ligne de bus et ça marche très bien. Ils ont pas mal de fréquentation. Donc c'est une référence à regarder et à citer. Oui, bonjour. Je suis venue de Marseille en vélo et j'ai utilisé Google Maps pour une partie de mes itinéraires. Et donc ce matin, j'ai perdu 2 heures pour faire 9 km. Google Maps a insisté à m'envoyer par un chemin pas GR non plus. Heureusement, je voyage légère
et j'ai réussi à pousser mon vélo, mais c'était assez dur. Et cet après-midi, pour passer le col de Couze, il a insisté à m'envoyer par un col à 1400 mètres. Et il y a des gens qui se sont arrêtés en bord de route qui m'ont dit mais vous pouvez passer en vélo. Parce que là, j'étais plus sûre si je pouvais passer le tunnel ou pas. Donc, est-ce qu'il existe un mécanisme pour que les autorités locales, n'importe quel niveau, puissent communiquer les données avec Google Maps? Je sais que leur version vélo, c'est en bêta, mais bon, ça peut se travailler, peut-être. Oui. On va commencer à évoquer ce... Alors, c'est une très bonne question. Enfin, bravo déjà d'être venu depuis Marseille. Et c'est vrai que rentrer dans l'agglomération chambérienne n'est quand même pas facile. Google Maps, effectivement, il y a normalement une fonction vélo, mais qui est pas au point, qui ne marche pas, enfin, l'algorithme n'est pas encore bon pour repérer les routes ayant beaucoup de trafic ou pas de trafic. Et l'algorithme permettant de faire le choix entre effectivement des chemins de terre avec 1400 mètres de dénivelé et une route où on accepte sur 1 ou 2 km de passer, même s'il y a un peu de trafic, là ils ne sont pas au point. Alors il y a un opérateur français, GeoVélo, qui a commencé à travailler des algorithmes plus fins. Par contre, il manque de données, l'accès aux données est un vrai problème. Donc on n'a pas aujourd'hui de bons serveurs d'itinéraires permettant de donner des itinéraires en vélo. Une autre difficulté, c'est que les critères sont différents d'un cycliste à un autre. Il y en a qui vont arbitrer plutôt sur un itinéraire rapide, même s'il y a un petit peu de trafic. D'autres veulent vraiment un itinéraire avec très peu de trafic. Donc cet arbitrage-là est différent d'un cycliste à un autre. Et il y a encore du travail à faire pour Google Maps, mais il y en a d'autres, Maps.me, Haussmann, qui proposent des solutions d'itinéraire avec chacun leurs algorithmes. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pas encore au point. Et sur les traversées de tunnels, c'est aussi une vraie difficulté. C'est pas propre à la France, ça, on le voit aussi dans beaucoup d'autres pays où ça fonctionne pas encore très bien. J'ai envie de dire, si on confie un itinéraire à vélo à Google, ça perd un peu de son charme. Peut-être que plutôt que d'essayer de voir avec Google de rectifier son logiciel, peut-être qu'il faut revenir à du voyage à vélo avec une carte papier et que des fois on se perd et que ça fait des magnifiques rencontres et que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et génial. Et que cette société qui va vers l'incertitude est peut-être plus souhaitable qu'une société où tout est paramétré, logique et rentable, notamment pour le vélo, puisque maintenant ça a l'air d'être une niche assez prometteuse d'un point de vue lucratif. Voilà, je suis désolé pour cette petite intervention. Google Maps dans sa version actuelle répond à peu près à votre préoccupation. Juste un point. Demain, le thème justement de la conférence à 10h30 dans cette salle-là, ça sera sur le voyage désorganisé, avec un intervenant qui est anthropologue et qui va nous parler du voyage désorganisé. Ça va être à mon avis intéressant. Oui, c'est vrai que quand on vient de loin, les cartes, il en faut beaucoup, quoi. Donc parfois c'est surprenant. Parce que si vous voyagez en Vendée, ils vous demandent à l'office du tourisme là-bas, ils ont 1200 km de piste cyclable. Vous êtes en vélo couché avec une personne handicapée, vous vous retrouvez sur un truc de VTT en suivant la carte. Donc, je ne recommande pas la Vendée. Par contre, c'est vrai que la Savoie, j'ai un a priori positif parce que vous avez des super pistes, ça fait vraiment plaisir. Mais si vous pouviez passer votre message d'enlever les dispositifs anti-intrusion qui sont très gênants pour les cyclistes que nous sommes en vélo couché ou avec des personnes handicapées, ce serait génial. Parce que les dispositifs anti-intrusion, les barrières, c'est vraiment galère. Par contre, madame, cycle-travel, c'est pas mal non plus. Ça prend des petites routes et ça évite les dénivelés. Alors juste pour cycle-travel, et je crois que c'est gratuit, cycle-travel. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en matière de dispositifs anti-intrusion, les maîtres d'ouvrage, tous les techniciens que nous sommes, comme ils ont une crainte, c'est de voir des voitures et des bagnoles sur les bicyclettes, ils ont mis des dispositifs anti-intrusion partout, des barrières, des doubles barrières, des triples barrières, des clos, des trucs. Et ce qui fait que c'était tellement devenu compliqué que la décision qui a été prise en Savoie, c'est de supprimer les dispositifs anti-intrusion
à l'exception des secteurs où il a effectivement été avéré qu'il y avait des phénomènes d'intrusion, donc ceux qui ont été identifiés, et puis en se laissant la possibilité ensuite d'en remettre vraiment si ça s'avère nécessaire. Et la politique qui a été mise en place a été de les supprimer. Donc il reste quelques-uns qui sont très ponctuellement identifiés et qui répondent à un vrai besoin. Et moi je confirme que la politique départementale à la matière, qui a été validée par les associations, dont Roue Libre, c'était de les supprimer le maximum possible. Et les consignes ont été données dans ce sens et le matériel a été démonté. Tout à fait. Je crois que ce qu'on constate, c'est que au départ, quand une voie verte se crée, les gens ne savent pas ce que c'est, parce qu'il n'y en a pas dans le quartier. Donc, à la limite, il y a beaucoup de provocations, donc il y a des incursions, des intrusions. Donc, bon, d'une part, on essaye d'empêcher les véhicules de rentrer, bon. Et d'autre part, on essaye de protéger les cyclistes en faisant en sorte que s'ils arrivent trop vite sur la route, ils vont se faire écraser. Bon, donc tout ça, c'est de la connerie, en gros, ça ne sert à rien. On s'aperçoit que très vite, alors au départ, l'anti-intrusion dans une nouvelle voie verte, dans une nouvelle région, c'est utile parce qu'il y a beaucoup d'intrusions qui se font par des véhicules. Mais ça se calme très vite. C'est de la provocation, ça se calme très vite. Et donc, quand la voie verte commence à être fréquentée, on s'aperçoit que ça disparaît complètement et les barrières se suppriment. Donc, elles se suppriment parce que, d'une part, en bois, elles sont cassées, donc on ne les remplace pas. Et puis, finalement, il y en a beaucoup, comme la Savoie, mais il n'y a pas que la Savoie. Moi, j'ai vu là, sur la Loire, j'ai vu ça aussi. Sur Marseille, par exemple, entre Toulon et Fréjus, il y avait beaucoup de zones où il y avait des barrières. Bon, là, c'est les voitures, bon, c'est un peu des sauvages là-bas, donc on pourrait craindre. Ben non, il y a les pistes cyclables, la voie cyclable du littoral. Bon, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de plots et elle n'est pas utilisée par les véhicules. Voilà. Donc ça évolue et il faut faire évoluer les choses. À Toulon. Et chaque fois que je m'entraîne, c'est-à-dire 3 fois par semaine, je prends des photos de voitures qui stationnent sur les pistes cyclables. Récemment, c'était une voiture d'auto-école qui est arrêtée devant une banque. Il y avait une élève au volant, la patronne est allée dans la banque et bloquait la piste cyclable. D'autre part, je pense que tracer des bandes cyclables à la peinture sur la chaussée, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une trace de peinture sur la chaussée qui empêchera une voiture de renverser un cycliste. Je pense qu'il faudrait faire des séparations, des petits murets de 50 à 70 cm de haut pour qu'il y ait des bandes carrément séparées de façon à ce que les automobiles ne puissent pas aller sur la piste cyclable d'une manière matérielle. Ça, c'est un super débat. Alors là, c'est un débat qu'on ne va pas lancer ce soir. Bande ou piste cyclable. Peut-être au regard des itinéraires cyclables, est-ce qu'il y a un ou deux éléments d'observation par rapport à la sur les sans lancer un débat qui est... Les bandes ont des bons résultats de sécurité en ville. Les pistes compliquent quand même les itinéraires. C'est beaucoup plus difficile de doubler. Et en fait, en ville, presque tous les conflits sont en intersection. Et souvent, être séparé de la circulation n'est pas forcément un gage de sécurité. Donc là, il y a pas mal d'études sur le sujet. C'est éviter aux voitures de se garer sur la piste cyclable. Ça, c'est clair. Mais ça relève d'un contrôle régulier et puis du civisme des automobilistes. Mais la bande en tant que telle n'est pas forcément un mauvais aménagement cyclable, au contraire. Parce qu'on commence déjà à parler de nos projets d'été et on échangeait, il y a une personne qui voulait aller sur le Danube. Et puis finalement, il y a trop de monde. Du coup, en termes de finalement, est-ce qu'il n'y a pas des risques de saturation sur ces grands itinéraires? Est-ce que le maillage permettra en redéployant d'autres circuits, de garder une progression de fréquentation? Est-ce que l'on sait à peu près, alors peut-être en Savoie on peut rêver, on va attendre d'avoir des itinéraires vraiment continus avant de se dire qu'on risque la saturation, mais est-ce qu'on connaît un peu les chiffres? Là, on a des chiffres très précis sur la Loire à vélo. La Loire à vélo, c'est 30 000 cyclistes itinérants, c'est-à-dire que c'est les seuls itinérants. L'ensemble de la fréquentation sur l'itinéraire, c'est 1 million de cyclistes. Donc c'est quand même des chiffres importants. Par contre, ça se répartit sur 600 km et sur 365 jours dans l'année.
Donc finalement, 1 million de personnes à l'échelle de l'itinéraire, ça veut dire ponctuellement, en moyenne, 300-400 cyclistes par jour. Sur 10 heures, ça ne fait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on n'en est pas quand même à la saturation. Il y a quand même certains secteurs, notamment dans les périurbains, où on peut monter à 6 000, 7 000 cyclistes par jour. Là, ça commence à être plus compliqué. On le voit même sur l'agglomération chambérienne, hein, où entre Chambéry et le lac du Bourget, on peut monter jusqu'à 7 000 à 8 000 cyclistes par jour. Là, c'est coince. Sur le lac d'Annecy, on monte jusqu'à 12 000 cyclistes par jour. Là, c'est 12 000, on ne passe plus. Alors la solution, elle est effectivement dans un maillage plus fin. Sur la Loire à vélo, par exemple, ils commencent déjà à faire des itinéraires rive droite, des itinéraires rive gauche. Sur la Via Rona, entre la Drôme et l'Ardèche, ils ont fait la même chose. Donc oui, heureusement que c'est victime de son succès. Ça montre que c'est utile. Et puis ça pousse les collectivités à faire un véritable maillage qui permet de diffuser un peu mieux la fréquentation quand on a des surfréquentations, comme on l'observe déjà. Des éco-compteurs des compteurs permanents, pardon, sur la Via Rona, sur la V63. Sur la Via Rona, grosso modo, on est pour le moment à 40 000 cyclos, donc on ne connaît pas le taux d'itinérants, mais on est à peu près à 40 000 cyclos par an. Et sur la V63, le chemin lacustre entre les Motets et Aix-les-Bains, là on monte à 230 240 000 vélos uniquement, puisqu'on arrive à dissocier les vélos et les piétons. Et finalement, moi visuellement, j'ai plus l'impression qu'il y a des piétons que des vélos, et on n'en est pas encore au stade de saturation complète, sachant qu'on ne compte pas la bande cyclable qui est en haut et le long de la route départementale, qui elle, pour le coup, est vraiment dédiée pour les cyclistes. Voilà, en tout cas, cette fréquentation nous intéresse, on la suit assidûment. S'il n'y a pas de frustration irrépressible, la consultation de la pendule m'amène à clore ce temps d'échange. Merci à nos invités, merci à vous les participants, mais également aux passeuses de parole. Merci à Ludovic en régie et Clémentine qui a immortalisé la table ronde, enfin du moins je l'espère. Vous avez devant vous 2 jours, demain et après-demain, pour préparer votre futur voyage à vélo. Si j'ai bien compris le message, préparez-le, mais pas trop quand même, pour vous garder un peu d'improvisation. Merci à tous, bonne soirée et bien évidemment à demain et à dimanche.